Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Canal 3 Télévision et dans ce numéro de votre émission de décryptage Zone Franche. Ce matin, nous allons parler d'avenir, pas seulement de demain qui arrive, ni même pas de la prochaine décennie, mais de l'horizon d'une génération entière. Un horizon qui porte un nom, la vision Bénin 2060 à l'AFIA, lancée par le président de la République, le chef de l'État Patrice Talon. Une ambition nationale qui projette le Bénin sur les 35 prochaines années avec cette question essentielle. Quel pays voulons-nous construire pour les générations futures? Après l'expérience de la vision à l'AFIA 2025, le Bénin franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans sa planification de développement. Il ne s'agit pas, selon les observateurs et ceux qui l'ont conçu, plus seulement d'orientation stratégique, mais d'un cap de long terme pensé pour structurer l'action publique, garantir la continuité des politiques et inscrit durablement notre pays dans une trajectoire de prospérité, de stabilité et de bien-être partagé. Mais au-delà du document stratégique et des discours officiels, plusieurs interrogations demeurent. Que contient réellement la vision Bénin 2060? Quelle transformation concrète promet-elle dans la vie des citoyens béninois? Quels secteurs porteront la croissance et le progrès social? Et surtout, comment passer des ambitions aux engagements réels pour bâtir un Bénin prospère et apaisé? Pour décrypter cette vision et en comprendre les fondements, nous recevons un acteur clé de son élaboration. Il s'agit de Cyriaque Edon, directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale et l'un des artisans de cette nouvelle trajectoire stratégique du pays. Avec lui, nous allons entrer dans les coulisses de cette vision nationale, comprendre sa philosophie, son architecture et les mécanismes qui doivent permettre sa bonne mise en œuvre. Vision Bénin 2060 à l'AFIA, des ambitions aux engagements. Quelle trajectoire pour un Bénin prospère et apaisé? C'est le thème de ce numéro de Zone Franche. 60 minutes pour en parler avec Éric Guédénon. Bonjour. Encore bonjour. Monsieur Cyriaque Edon, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Allez Eric, on va y aller. Cyriaque Edon, bonjour et merci de votre disponibilité. Franck l'a souligné dans son introduction, vous êtes un acteur clé justement dans l'élaboration de cette vision dont on évoque vraiment le nom depuis quelques semaines. La vision à l'AFIA 2025 a marqué une étape importante. Pourquoi était-il nécessaire d'aller vers une nouvelle projection à l'horizon 2060? Bonjour une fois de plus, monsieur le journaliste, messieurs le journaliste, chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour l'opportunité qui est offerte aujourd'hui pour parler d'un sujet assez important qui est la vision Bénin 2060, à l'AFIA, un monde de splendeur, qui est la boussole qui va guider le développement de notre pays dans les 35 ans à venir. Souvenez-vous, en 90, nous avons eu la conférence nationale des forces vives de la nation. Et cette conférence nationale des forces vives de la nation a conduit à un changement aussi bien politique que de modèle économique de notre pays. On est passé d'un modèle de développement planifié à une économie libérale. Et donc, il s'est posé une question aux acteurs d'alors de se demander mais comment conduire désormais les politiques de développement dans notre pays. C'est ainsi qu'en 91, il y a eu les États généraux sur le système national de la planification. Et ces réflexions ont accouché à un triptyque qui tient compte de l'horizon, et pour chaque niveau de planification, il a défini un produit. Et donc, à court terme, il y a été la planification programmatique. À moyen terme, on a parlé de la stratégique, et à long terme, de la prospective. Et le produit de la prospective, qui est issu des études nationales prospectives de long terme, est une vision nationale, dont l'horizon est au moins une génération. Après cet exercice de 91, il n'a fallu qu'en 2000, pour que le Bénin sorte vraiment le produit de cette prospective-là, qui a été ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Bénin à l'AFIA 2025.
Alafia 2025, à l'époque, traduisait donc le desiderata, le Bénin souhaité après 25 ans des Béninois de 2000. Leur rêve pour leur pays, où est-ce qu'ils pensaient, ils espéraient que le Bénin se retrouve. Cette Alafia 2025 a guidé plus ou moins les politiques, les différents régimes qui ont succédé et est arrivé à échéance en 2025. Donc il était de bon temps de pouvoir élaborer une autre vision. Donc l'élaboration de Bénin 2060, Alafia un monde de splendeur, a deux sources fondamentales. La première est normative, puisque Alafia arrive à échéance et Alafia représente un produit dans le système national de la planification. Et pour éviter qu'il y ait une discontinuité, il fallait sortir ce produit-là. La deuxième raison, elle est légale, puisque depuis 2024, il y a eu la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques qui impose au Bénin de disposer d'une vision de long terme d'au moins 30 ans et qui doit s'imposer à tous les régimes. Et que cette vision doit être disponible un an avant l'échéance de celle qui est en cours. Alors voilà. C'est toujours bien de regarder dans le rétroviseur. Entre Alafia 2025 et Alafia 2060, quelles sont les principales ruptures ou innovations? Les ruptures sont de trois ordres. La première, c'est d'abord au niveau méthodologique. Au niveau méthodologique, les deux documents, même s'ils se sont voulus très participatifs et inclusifs, Bénin 2060 a mis plus de moyens que 2025. Ainsi donc, Bénin 2060, ne serait-ce qu'au niveau des personnes... Plus de moyens, c'est en termes de finances, d'argent en termes de finances, mais aussi en termes de nombre d'individus interrogés, en termes de méthodologie, de méthode de collecte des aspirations utilisées. En 2020, il y avait à peine 1700 Béninois qui ont été interrogés. Pour 2060, c'est-à-dire en 2025, on a interrogé plus de 22 000 Béninois. Il y a eu deux méthodes d'interrogation pour collecter les aspirations, les perceptions d'abord et les aspirations des Béninois en 2000, au moment de l'élaboration d'Alafia 2025. Il y a eu deux types de collecte. Il y a eu la collecte individuelle et les focus group. Et les focus group ont eu lieu que dans 20 régions. En 2024-25, quand on faisait Alafia Bénin 2060, on a utilisé trois méthodes. Il y a bien évidemment les focus group, mais dans les 77 communes, il y a eu la collecte individuelle qui a fait plus de 18 000 personnes interrogées et il y a eu l'outil digitalisé, l'enquête en ligne, pour permettre aux Béninois de l'extérieur ou de la diaspora ou ceux qui n'ont pas pu participer ni à l'enquête individuelle ni à la collecte et qui avaient envie de parler, de donner leur avis sur le futur souhaité, de s'exprimer. Au regard de ça, c'est le premier point, sur la méthodologie. Sur le contenu même du document. En 2000, à l'AFIA 2025, c'était 6 domaines. C'est-à-dire, on a l'économie, la société, la politique, l'environnement, culture et technologie. À ces 6 domaines de l'AFIA 2025, s'est ajouté 4 autres domaines pour avoir 10 domaines lorsque nous parlons de Bénin 2060. Et les 4 autres domaines qui se sont ajoutés, c'est l'infrastructure, c'est la santé, c'est l'éducation et la sécurité. Ce qui n'était pas des domaines traités de façon à part dans Alafia 2025. Ces domaines nous ont paru aujourd'hui des problématiques plus importantes et très importantes qu'il a fallu avoir un regard particulier sur ça. Après, nous avions le cadre de mise en œuvre qui, pour Alafia 2025, était normatif et pour Bénin 2060 est devenu légal car imposé par la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques, mais aussi par la loi portant vision. La vision Bénin 2025
avait été, à l'affaire 2025, avait été adoptée seulement en Conseil des ministres, alors que la vision Bénin 2060, elle, a été adoptée par l'Assemblée nationale, par une loi votée à l'unanimité des députés, que ce soit des députés de la majorité présidentielle que des députés de l'opposition, puisque les LD qui étaient à l'Assemblée en ce moment l'ont aussi voté. Alors, si on a observé tout ce process, les méthodes que vous avez utilisées, les paramètres que vous avez, enfin, qui ont été pris en compte, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un changement de paradigme en termes de planification de notre développement national? Je ne parlerai pas de changement de paradigme, mais je dirais plutôt qu'il y a une doctrine de planification qui est assumée. Et cette doctrine de planification assumée se repose sur 3 points. Le premier, c'est que nous voulons désormais une planification plus rigoureuse et plus disciplinée. Deuxième point, c'est que nous assumons la priorisation dans l'intervention publique. Parce que la vision décrit tout ce qu'il faut faire, tout ce dont les Béninois rêvent pour les 35 ans à venir, mais le document qui décline la vision après pour les phases successives, qui sont des phases de 10 ans, plus une phase de 5 ans, qui est le plan national de développement, lui va prioriser les actions, les axes prioritaires pour les 10 prochaines années, les axes prioritaires pour les 10 ans qui vont suivre, les axes prioritaires et ainsi de suite. Parce qu'il faut partir d'abord de quelque part pour pouvoir progresser et rester sur le sentier qui est défini par la vision Bénin 2060. Et enfin, cette nouvelle planification qui est assumée, cette doctrine de planification, repose sur la gestion publique qui est axée sur le résultat et surtout sur l'impact. On a compris tout à l'heure les grandes lignes du processus d'élaboration de ce document, mais dans les détails, comment s'est déroulé le processus d'élaboration? Qui on a associé? Qui on a rencontré? Comment ça s'est réalisé? Alors, on a eu 3 phases en gros. La première phase a été la phase préparatoire. Sur cette phase préparatoire qui a commencé en 2022, on a défini le cadre institutionnel. Et ce cadre institutionnel, dont le plus haut niveau est présidé par le chef de l'État lui-même, qu'on a appelé... Il a participé à des travaux avec vous? C'était le conseil d'orientation. Okay. Eux, ils donnent les orientations de comment il faut conduire. L'une des orientations phares, d'ailleurs, a été de dire, nous voulons une réflexion béninoise. On n'associe pas des noms béninois. Si vous devez utiliser des experts, vous pouvez aller les chercher où ils se trouvent dans le monde, mais il faut qu'ils soient de nationalité béninoise. Et ça a été une orientation qui était claire parce qu'il fallait décider de notre avenir à nous. Pourquoi c'était important que la vision... C'est pour éviter qu'il y ait une ingérence dans la réflexion. Il faut que ça soit une réflexion nationale. Est-ce que vous êtes conscient que nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui? Nous ne devons pas vivre en vase clos pour éviter que demain, que les gens soient surpris parce qu'il y a des bailleurs, des gens qui viennent investir chez nous. S'ils ne sont pas un peu impliqués, ils ne savent pas ce dont il est question, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'y intéresser vraiment? Non, les accords de Paris sont clairs. Les accords de Paris disent, pour le nouvel ordre de coopération, que les bailleurs s'inscrivent dans l'agenda qui existe au niveau national. Et ce n'est pas parce que nous sommes béninois que nous ne connaissons pas l'environnement extérieur. D'ailleurs, l'environnement extérieur fait partie d'un sous-système sur lequel nous avons regardé dans l'étude de la vision. Et donc, nous avons cherché les Béninois de partout dans le monde. Nous avons trouvé des experts qui étaient au Canada, aux États-Unis, aussi des experts au niveau national. C'est de montrer aussi que, et ça, il faut le savoir, le chef de l'État, il croit au génie béninois, à la capacité des Béninois de mener leurs réflexions eux-mêmes et de dire ce qu'ils veulent réellement. Donc, nous avons, après avoir mis en place ce cadre institutionnel qui implique aussi tous les acteurs, que ce soit étatique, société civile, les acteurs religieux et les leaders d'opinion, ce cadre institutionnel, après l'avoir mis en place, nous avions développé maintenant les outils. Il y a eu une formation pour apprendre aux cadres techniques qui doivent travailler sur le document, ce que c'est que les études prospectives, comment on mène les études prospectives. Même cette formation a été menée par un spécialiste béninois. Et on s'est appuyé sur les anciens
qui sont encore en vie, qui ont conduit la vision Bénin vers la vision Alafia 2025. Et donc, après ça, maintenant, on a déterminé les outils et allé collecter les informations sur le terrain. On a parcouru les 77 communes où il y a eu les focus group dans chaque commune. Et les focus group ont été divisés sous groupes. On a le groupe des femmes, le groupe des hommes, le groupe aussi des ados et des pré-ados. Parce que c'est les enfants c'est un enfant qui naît aujourd'hui en 2060 aura 35 ans. Donc il serait déjà plein actif et il fait partie de la prise de décision de notre pays. Donc plus tard, je suis vraiment curieux de savoir comment vous avez pu interroger les ados. Ils sont concernés et donc il y a des façons particulières de leur parler. On a des outils, on a développé ces outils-là avec l'appui des pédagogues qui nous aident à développer des outils pour savoir comment discuter avec des enfants pour pouvoir capter ce qu'ils ont et ils attendent de leur Bénin, de ce qu'ils rêvent de leur pays et comment ils rêvent leur vie de demain. Et donc, quand on a fait cette focus group, et il y a eu aussi une enquête individuelle conduite par l'INSTAD, cette enquête est basée sur l'échantillonnage aléatoire et a concerné 18 000 personnes. Et enfin, on a les collectes en ligne et il y a eu des focus group. Moi, par exemple, personnellement, j'ai eu un entretien avec le bureau des Béninois de l'extérieur pour pouvoir, de l'association des Béninois de l'extérieur, pour comprendre et faire cette focus group avec eux. Et donc, c'est toutes ces personnes-là, et au total, près de plus de 22 000, qu'on a mis ensemble. Et il y a des méthodologies qui permettent de pouvoir sortir les aspirations. À côté de ça, on a fait appel aussi à l'intelligence artificielle. Vous avez ça, je disais, par rapport à 2000 R aujourd'hui, on a utilisé tous les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir délivrer dans les délais, mais aussi délivrer un document de qualité qui tient compte vraiment des aspirations des Béninois pour leur pays. Alors, les chiffres que vous évoquez en termes d'échantillonnage, j'ai entendu tout à l'heure 1000 et tout ça. 18 000. 18 000. Pour l'enquête individuelle. C'est une option parce que nous savons que la population béninoise, c'est le million, 13 millions. Est-ce que c'est assez conséquent pour vraiment jauger de ce que les Béninois ont envie de leur pays dans les prochaines années? Si, c'est fait par les statisticiens. Normalement, avec une population que nous avons au Bénin, avec un échantillon de 2000, il est représentatif, avec une erreur de 3% au niveau départemental. Mais nous, on a voulu descendre jusqu'au niveau communal pour avoir une représentativité, pour pouvoir faire ce qu'on appelle en statistique de l'inférence statistique, pour pouvoir voir si les réponses que nous avons, ce qui sort majoritairement à de pouvoir explicatif et de pouvoir statistique. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à 18 000. Mais normalement, avec 2 000, 3 000, vous avez fait. Et je vous l'ai dit, pour Alafia 2025, ils étaient à peine 1600. Nous, on est allé encore plus loin pour pouvoir avoir un nombre beaucoup plus conséquent et minimiser au maximum l'erreur de mesure. Quel est le pont qui existe entre Alafia 2025 et Alafia 2060? Alors, pendant la période préparatoire, en plus du cadre institutionnel qui a été mis en place, il y a eu une évaluation préalable d'Alafia 2025 pour comprendre quels sont les résultats, apprendre des pratiques, les bonnes leçons et qu'est-ce qu'il faut éviter dans l'élaboration de Bénin 2060 et pour le futur dans la mise en œuvre. Et donc, cette Bénin 2060 tire un peu son fondement des résultats préalables d'Alafia que nous avons pu avoir, des acquis depuis 90 ou plus précisément depuis 2000, parce que dans l'interrogation que nous posons aux gens, on leur demandait de 2000 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution de leur pays, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il faut améliorer par domaine, et comment ils voient le projeter leur pays. Et donc le fait qu'on puisse faire cette évaluation nous a donné des données probantes pour savoir ce qu'il faut éviter et ce qui apparaît comme nouveau. Donc, Alafia 2025 est la base de ce qui a été fait jusqu'à présent et Bénin 2060 vient accélérer le développement déjà amorti. J'ai envie d'aborder la question des acteurs qui vont mettre en œuvre cette vision-là. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui que si vous, en tant que directeur général des politiques de développement, vous n'êtes plus à votre poste demain? Qu'est-ce qui rassure que ça va se faire dans
selon la programmation prévue, selon le timing prévu, selon la rigueur prévue. Qu'est-ce qui peut nous rassurer sur ce point? Alors, le chef de l'État, lors de son discours, il dit les régimes passent, mais l'État demeure. Donc, le Bénin va demeurer. Nous, on est de passage. Et donc, la première des choses, c'est d'abord avoir un corpus légal, ce que nous avions fait et qui est là. En plus de ça, il faut une appropriation de tous les Béninois de ce document. Et cette appropriation va amener les uns et les autres, le citoyen lambda, à être le garant de la mise en œuvre de la vision, mais aussi les cadres qui vont arriver, qui vont nous remplacer, à savoir que ce document existe et voilà ce que les textes disent et comment ces documents doivent se passer. Au niveau du dispositif légal, il y a une loi qui encadre. Donc il y a deux lois. La loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques. Cette loi dit que le Bénin doit disposer d'une vision et que cette vision doit être opérationnalisée au premier niveau par des plans décennaux. Donc c'est le plan national de développement. Et que chaque président qui arrive a obligation, 6 mois après son élection, de mettre à disposition des Béninois son programme d'action. Donc le programme d'action du gouvernement qui doit être aligné à la vision et au plan national de développement sur la séquence qui est comprise dans la vision. Et donc, pour ça, nous avions, la loi prévoit la création du Conseil national de la planification. Et ce Conseil national de la planification, avec pour bras opérationnel la Direction générale des politiques de développement, va faire le garant de l'alignement des documents de planification qui vont sortir, qu'ils soient sectoriels ou au niveau décentralisé, ainsi que le PAG doit veiller à ce qu'il y ait un alignement avec la vision Bénin 2060. Et la loi va loin en disant que toute intervention publique, privée ou des partenaires au développement dans notre pays doit être alignée à la vision Bénin 2060. La vision même est prise par une loi. Et cette loi qui définit la vision fait obligation de reddition de comptes. Chaque 5 ans, il y a une revue et chaque 10 ans, une évaluation de la vision. Et il est dit dans la loi, c'est sur la vision, que l'évaluation doit être soumise à l'Assemblée nationale qui doit prendre connaissance de cette vision-là. Tout ça, ces dispositifs ont été pris parce que nous avons tiré leçon de ce qui s'est passé avec Alafia, où il n'y avait pas tous ces encadrements-là. Et nous prévoyons, au-delà de ces encadrements, un travail de terrain pour vraiment disséminer, faire que les enfants à l'école apprennent cette vision-là, comme ça a été le cas dans les pays qui ont pu vraiment décoller leur développement, et que à tous les niveaux, les citoyens soient imprégnés et que nous arrivons aussi à former l'homme béninois, l'homme nouveau, l'homme béninois qui doit pouvoir conduire à la mise en œuvre. Ce n'est pas pour rien que l'éducation a été traitée comme un domaine à part et on ne l'a pas noyé dans un domaine comme société ou dans le domaine social ou dans le domaine économique. Vraiment, merci pour ces détails que vous nous donnez, notamment sur la loi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. La loi dispose de 6 mois pour le président élu de rendre public son programme qui va être, je dirais, en lien avec la vision. Alors, pourquoi la loi ne dispose pas de 6 mois, je dirais même avant les élections, puisque les candidats iront en campagne, ils vont certainement tenir des discours, ils vont faire des promesses. Il y en a qui vont nous dire, voici mon projet de société. Voilà. Alors, un candidat qui a travaillé sur un projet de société, qui est élu, et qui doit encore travailler sur un autre programme en restant en adéquation avec ce que la loi dispose, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué? Justement, on a eu ce débat pendant la réflexion. Et je vais vous dire, même lorsqu'on a collecté les aspirations des Béninois, les Béninois s'attendaient, ils ont dit que c'est les projets de société qu'on doit faire qui doivent être alliés à la vision. Et ils ont même voulu que la vision soit constitutionnalisée. Mais on a eu le débat et on s'est posé une question de se dire, qui va vérifier la conformité du projet de société à la vision? Qu'est-ce qui va être la sanction de cette conformité-là? On connaît ce que c'est que le Bénin, ce qui s'est passé avec le fameux certificat de conformité. Et si on introduit une autre,
on s'était dit, les gens vont se dire, voilà, encore une mesure discriminatoire et les politiques vont rentrer, donc il ne fallait pas. Mais à défaut de l'avoir, parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans les dispositifs de la loi, mais si les populations à qui on vient présenter les projets de société ne sont pas au courant de ce que c'est que la vision, ils peuvent avaler n'importe quoi. Donc il vaut mieux choisir la veille citoyenne, éduquer les populations, les informer sur ce qui est la vision, les orientations de la vision, là où la vision veut qu'on soit, pour que quelqu'un qui va venir leur dire, ils pourront à eux-mêmes, puisque c'est eux au final qui choisissent. Donc, ceux qui sanctionnent au final, c'est la population. C'est eux qui disent, je donne mon vote ou je ne donne pas mon vote. Donc, l'éducation citoyenne va amener les citoyens à être les garants et à faire la veille de cette vision-là et s'assurer que le candidat qui l'emmène avant qu'on aille voter, son projet de société tient compte de ce qu'il y a dans la vision. Et c'est pour cela que nous n'avions pas mis ça avant et on a dit après. Une fois qu'il est élu, on peut vérifier la conformité. Puisque le Conseil national de la planification, qui est en train d'être mis en place, la loi sur la vision la dote d'autonomie de gestion pour lui donner une certaine forme de flexibilité et d'autonomie pour sa prise de décision. Est-ce que vous avez, au cours des débats, vous êtes penché sur les faiblesses de la vision que nous avons exécutée jusqu'en 2025? Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché et les piliers sur lesquels il faut véritablement agir pour avoir des résultats plus probants à l'issue de cette vision que nous allons mettre en œuvre jusqu'à 2060? Bien sûr, même avant les débats, l'évaluation nous a révélé les faiblesses dans la mise en œuvre. L'évaluation nous a révélé ce qui a causé problème. Le premier problème que nous avons eu, c'est que la vision n'a pas été véritablement mise en place, en œuvre. Il était prévu dans Alafia 2025 que 3 phases, 2 phases décennales et une phase quinquennale. Et chaque phase devait être sanctionnée par un produit qui était le plan national de développement. Mais depuis 2000 jusqu'en 2016, ce plan n'a jamais été élaboré. Et ce n'est qu'en 2017 qu'a été adopté au Bénin le premier plan national de développement 2018-2025. Quelle en était la cause? La cause, c'est que après qu'Alafia soit élaboré, les gouvernements successifs ont priorisé les agendas de court terme et les agendas internationaux à Alafia 2025. Ce qui fait qu'Alafia 2025 n'a pas été réellement mise en œuvre. Mais à partir de 2016, avec le PND, l'Alafia 2025 a été ramené au cœur. Et si vous regardez les 3 piliers du PND, c'est les 3 phases d'Alafia. La première phase d'Alafia, il parle de consolidation de notre modèle de démocratie et de développement. Et quand vous prenez le premier pilier du PAG, c'est la consolidation de l'état de droit de la démocratie. La deuxième phase parle de la transformation structurelle de notre économie, ce qui est le deuxième pilier du PAG. Et la troisième phase parle du rayonnement. Et c'est ça qui a été les questions de la culture sur lesquelles on s'est beaucoup mis, l'environnement, le cadre de vie sur lequel on a beaucoup travaillé, sur le troisième pilier du PAG, les 2 PAG qui viennent de finir. Et donc, les 2 PAG ont voulu rattraper ce qu'Alafia n'a pas pu, ce qui n'a pas été fait depuis 2000. On a vu les résultats, mais on ne pouvait pas tout rattraper. Et c'est pour éviter aussi, deuxième problème qui est ressorti, c'est la discontinuité dans l'action gouvernementale, le rétropédalage. On est habitué quand un régime arrive, tout ce qui a été fait, on remet de côté, on dit que rien n'a été fait, on repart à zéro. Et c'est pour éviter aussi cette discontinuité de l'action gouvernementale que la loi cadre sur la planification du développement a été prise, avec des échéances claires pour disposer de la vision, une échéance claire pour disposer du plan national de développement et une échéance claire pour disposer du plan d'action du gouvernement, et de dire que ces différents documents doivent être alliés et sur une certaine logique. Donc la vision dit où est-ce que nous voulons être dans 35 ans. Le premier plan décennal va dire pour les 10 ans à venir, si je veux être là où la vision a prévu sur les 35 ans, voilà où on doit être. Et le programme d'action du gouvernement va venir dire, si tel est le cas, voilà les moyens humains, financiers et investissements que nous devons, les réformes que nous devons mettre en place pour être sur le chemin qui est tracé pour les 7 ans à venir. Quel est le niveau de résilience de Alafia 2060
par rapport aux pratiques politiciennes. C'est-à-dire, pour éviter ce dont vous venez de parler là, que quelqu'un vienne, dise, écoutez, moi je mets ça de côté, j'ai des priorités, j'ai des promesses que j'ai à faire aux populations, je m'en occupe d'abord, et après on va voir ce qu'il y a dans cette vision-là. La première chose, comme j'ai eu à le dire, c'est les dispositifs légaux. Oui, la loi ne vaut que ce que les humains en font. Voilà. La première, c'est au moins ça a existé, ce qui n'était pas le cas pour Alafia 2025. Il y a les organes qui sont mis en place, le Conseil national de la planification, qui doit vérifier cela. Il y a les obligations de reddition de comptes à l'Assemblée nationale. L'Assemblée doit pouvoir dire, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ce qui est prévu lorsqu'on fait les évaluations qu'on vient donner, ce qui n'était pas le cas pour Alafia 2025. De la même manière, il y a aussi ce travail que nous voulons faire vers les populations. Et nous comptons beaucoup sur l'homme béninois et sur l'investissement massif qui doit être fait pour que l'homme béninois lambda sache réellement ce qu'il y a dans la vision et qu'il soit celui qui est le premier défenseur de cette vision, parce que les régimes vont traverser, comme j'ai dit, mais les générations vont se succéder. Les enfants vont venir, certains après les autres, et ces enfants seront désormais des électeurs et des dirigeants de demain. Si dès leur formation, ils ont déjà appris ce que c'est que la vision, ils savent les ambitions qu'il y a dans la vision, ils savent les orientations qui sont dans la vision, lorsqu'ils seront au pouvoir, ils vont le reproduire normalement. Et c'est pour cela que nous prévoyons un large plan de dissémination, ce qui n'était pas le cas de Alafia 2025. Une autre faiblesse d'Alafia 2025, c'est qu'elle n'était pas très connue. Et sa dénomination était très longue aussi. Nous avons choisi pour Bénin 2060 une dénomination plus courte qui dit Bénin en 2060, un pays de paix, de bien-être commun et de rayonnement culturel et international. Ça, c'est la dénomination courte. Il y a une autre dénomination qui est un peu plus longue, mais cette dénomination courte, ou que vous dites la dénomination longue, qui est même moins longue que la dénomination de Alafia 2025, vous allez vous rendre compte que c'est plus facile à retenir. Allez, on a remarqué dans votre exposé qu'il y a eu des collectes sur le terrain. Alors, qui dit collecte, c'est que forcément il y a des questions qui ont été posées et avoir autour des réponses. Quelle a été la qualité des questions, mais aussi la qualité des réponses pour vraiment avoir cette vision-là? Alors, sur les collectes... Juste des exemples. Hein, oui. Sur les collectes, on a pris les 10 domaines dont j'ai parlé, et dans chaque domaine, globalement, on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution de tel aspect depuis et tout. Donc, si je prends l'éducation, par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution du système éducatif béninois? Insuffisance d'enseignants, parce qu'il y a des questions comme ça. Est-ce qu'ils pensent que le système est performant? Est-ce que le système est adapté au marché du travail et autres? Et comment ils voient ce système demain? Quels sont les différents niveaux qu'ils voient, le numérique qu'on peut introduire, et ainsi de suite. Et donc, ce qui ressort, c'est que globalement, lorsqu'on prend l'évolution, les gens reconnaissent qu'il y a une évolution du pays, mais qui n'est pas suffisante par rapport aux ambitions. Et ils reconnaissent qu'il y a eu une accélération ces 10 dernières années, mais ils veulent aller encore plus loin. Et si je prends le secteur de l'éducation, ils veulent une éducation de qualité pour tous, introduisant les moyens modernes tels que la digitalisation, et qu'ils veulent qu'un enfant qui se trouve à Kouandé ou à Cotonou ou à Bopa ait le même niveau d'éducation de qualité pour tous. Et l'accès au niveau universel de santé, ça revient pour des questions de santé. Et les questions sécuritaires ont fait aussi le jour. Et d'ailleurs, il y a un domaine particulier qui est sur la sécurité, au vu des contextes actuels que nous vivons, où les Béninois sont pour cette question. Alors, cela nous permet de rentrer dans le fond du document. Quels sont les piliers stratégiques qui structurent cette ambition nationale? Alors, nous avons 4 piliers, 9 orientations stratégiques. Les 4 piliers, c'est la paix, la prospérité, la bonne gouvernance et le rayonnement culturel et international. Il y a 9 orientations, je ne vais pas tous les citer ici, qui vont aussi bien des questions de sécurité aux questions de gouvernance, de bonne gouvernance et aux questions économiques. Ce que nous savons, c'est que cette vision va appeler globalement à 3 transformations majeures. La première, elle est économique, avec la transformation structurelle de notre économie et un aménagement équilibré du territoire. La deuxième, elle est sociale,
avec un capital humain qui va être sain, compétitif et compétent, et l'accès universel aux soins de santé. Et la troisième transformation à laquelle elle appelle, c'est une transformation civique. Démocratie, état de droit, gouvernance, mais aussi le civisme, le béninois patriote et civique, qui est prévu comme transformation. Comment, on a vu les images que vous avez projetées, ce monde de splendeur qu'on est en train de projeter pour les Béninois. On a vu Boukoumbe, on a vu Parakou, on a vu Grand Popo. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce qu'on n'est pas un peu en excès là? On n'est pas en train de voir. Il y a quelques années encore, à peine 5 ans, quand le gouvernement a projeté Ouida, la réponse était quoi? C'est pas possible, c'est pas réalisable. Est-ce qu'on l'a pas réalisé? Donnez-moi 3 exemples, 3 ou 4 exemples. J'arrive. Non, j'arrive. Est-ce que vous voyez Ouida avec la route de pêche, avec la route des esclaves, ce bateau qui était prévu, la reine de Ouida, le bateau négrier aujourd'hui. Le bateau négrier et tout. Il y a 5 ans, quand le projet touristique de Ouida avait été projeté, j'ai vu les commentaires. On disait c'est des maquettes, ça ne donne rien. On a vu aujourd'hui, nous tous on est bouche bée. Quand on voit Cotonou, lorsqu'il y a eu le large programme assainissement fluvial de Cotonou, lorsque ça avait été protégé, les gens ont oublié très tôt aujourd'hui qu'il y a à peine 7-8 ans, quand il pleut dans Cotonou, il y a des zones où c'était difficile de pouvoir y être. Si ça reste aujourd'hui, certes, mais c'est moindre qu'avant. Mais ça ne dure plus comme avant. Donc, on voit aujourd'hui le visage de Cotonou, on est surpris. Vous aviez Porte-Novo, il y a quelques temps en arrière. Vous voyez Porte-Novo aujourd'hui, vous voyez ce que c'est. Vous voyez, je peux en citer plein. Vous allez... Le Bénin ne s'arrête pas. Je continue. Je continue. Vous allez... Non, j'ai dit... On veut bien citer des villes du Nord. Oui, mais si vous allez à Boukoumbe... La vision ne cite pas que Ouida, ne cite pas que Cotonou, Porte-Novo, Abomey-Calavi. Il y a quelques années... Oui, il y a quelques années. Moi, par exemple, j'ai étudié quelque part à Wassap et Onko. Je ne sais pas si vous connaissez la localité. Si. Oui, je veux bien voir, bien savoir dans 5 ans ce que Wassap et Onko va Qu'est-ce que la vision réserve pour Wassap et La Onko? vision réserve, c'est de ça qu'il s'agit. Si, on a parlé de développement équilibré du territoire. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous prenez la route des Tata, il y a quelques années, c'était impraticable. Aujourd'hui, ça fait partie des plus belles routes que nous avons au Bénin et qui a désenclavé Boukoumbe. Si vous avez étudié à Ouassa, vous savez que pour faire natif Boukoumbe, qu'on fait aujourd'hui en 15-20 minutes, avant on mettait 2, 3, voire 4 heures, alors que c'était très peu de kilomètres. C'est pour vous dire quoi? Et c'est pas que ce n'est pas accessible. Et si vous regardez ce qui a été projeté, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours. Quand vous voyez le MURAD, le musée d'Abomey, qui a été projeté, le musée est déjà en cours de construction. Les études de faisabilité sont finies. Le musée est déjà en cours de construction. Lorsque vous prenez le palais royal de Niki, ça n'a rien à voir il y a encore quelques années. Avec la reine aussi. Avec la reine qui est là aujourd'hui. Donc, la question, c'est juste le moderniser un peu plus. Vous arrivez à trouver de belles exemples. Non, c'est ce que vous voyez. Non, vous avez vu dans le document qui est projeté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a quelques années, souvenez-vous, quand on était tous jeunes, on suivait James Bond avec des montres qui fait ça et on voit écran, il lit et puis on se disait waouh, c'est toi. Aujourd'hui, on se posait la question, est-ce que ça existe vraiment? Aujourd'hui, les montres connectées sont devenues à la portée de tout le monde. C'est la tendance. On a les lunettes connectées de James Bond qui appuyait ça, qui filmait, et aujourd'hui c'est à la portée de tout le monde. Donc il a fallu d'abord le rêver et se donner les moyens pour le réaliser. Lorsqu'on rêve et qu'on se donne après les moyens de les réaliser, on arrive à réaliser. Alors, entre votre rêve et ce que vivent les Béninois, ce que les Béninois vont vivre... Ce n'est pas mon rêve, c'est le rêve des Béninois. Non, quand je dis ça, je veux parler de... C'est le rêve de nous tous, en fait, en réalité. Oui, d'accord. Entre notre rêve et la réalité dans nos ménages. Oui. Alors, qu'est-ce que ça change? Est-ce que, disons, la maman qui est au marché, celui qui est au champ chaque matin et tout, qu'est-ce que ça va changer réellement dans nos comportements, dans notre vécu quotidien? Ça va changer beaucoup de choses. Lorsque nous parlons de transformation structurelle de notre économie, nous sommes en train de parler d'un pays où le secteur de production, le secteur secondaire, occupe la place majeure
progressivement face au secteur primaire. C'est-à-dire que ce que nous produisons, nous transformons et nous avons la chaîne de valeur qui est créée. Transformation, production, transformation, distribution. Aujourd'hui, les infrastructures de distribution ont été modernisées, les marchés modernes que nous avons. Et nous sommes en train d'investir massivement pour moderniser et mécaniser l'agriculture. Et donc, cette mécanisation de l'agriculture, le fait de faire appel à l'intelligence artificielle, qui est déjà le cas aujourd'hui, vous aviez des jeunes qui vous développent aujourd'hui des applications IA qui permettent de dire comment arroser un champ, comment distribuer, comment planter pour pouvoir augmenter le rendement. C'est déjà la réalité aujourd'hui. Lorsque nous allons faire tout ça et créer, multiplier les zones, les GDZ, les zones industrielles de Glo-Idjibé pour pouvoir transformer ce que nous produisons, nous aurons plus de personnes qui auront des salaires décents parce qu'ils auront un travail qui est génératrice de revenus et qui auront rémunérés à des niveaux de salaire plus élevés. Et ces personnes-là vont acheter chez la bonne dame qui, elle aussi, pourra vendre ses produits à des quantités, à des prix décents. Aujourd'hui, leur condition de travail est déjà en train d'être améliorée par les marchés modernes qu'ils ont. Ils ne sont plus dans des marchés insalubres aujourd'hui. Progressivement, ça fait partie aussi de la transformation. Leur santé va s'améliorer parce que moins vous allez dépenser dans la santé, plus d'argent vous économisez sur votre contrainte budgétaire. Et donc, tout ce travail est fait pour que le bien-être commun soit amélioré. Donc, on s'attend bien évidemment qu'il y ait moins de chômeurs demain, plus d'employabilité des jeunes, dans un travail décent, et aussi que tous ceux qui sont dans le secteur privé, qui travaillent, puissent vivre. Il y a un changement de paradigme. C'est de passer d'un État qui, aujourd'hui, plus ou moins, est l'État entrepreneur, parce que le secteur privé n'est pas totalement divisé, progressivement à un État qui sera juste régulateur. Et que le projet est celui qui entreprend, le privé, pardon, est celui qui entreprend et qui investit massivement. Aujourd'hui, nous sommes obligés à l'État d'investir, de créer des conditions pour permettre de pouvoir, au minimum, avoir une accumulation de richesses pour le secteur. Alors, quel est le... Pardon, Eric, vous allez arriver. Quel est le bémol que vous mettez dans le rêve que nous portons tous, lorsqu'on sait que, par exemple, les problèmes sécuritaires, ça ne prévient pas le terrorisme dans le nord du Bénin, les chocs exogènes, tels que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, où ça peut amener à la flambée des prix du carburant, ainsi de suite. On a connu le Covid, on ne le souhaite pas. Ces chocs exogènes-là, qu'est-ce que vous avez prévu dans la vision pour que nous puissions les atténuer une fois qu'ils surviennent? Figurez-vous qu'on en a tenu compte. Parce qu'en réalité, la vision, ce que nous avions projeté, est le résultat de choix de 4 scénarios. Le premier scénario dit un scénario idéal, où tout est bien, tous les indicateurs sont au vert. Le deuxième scénario, qu'on a appelé le scénario optimiste, tous les sous-systèmes sont bons, sauf l'environnement extérieur qui est défavorable. Le troisième scénario, qui est le scénario critique, où 2 sur les 5 sous-systèmes sont bons, et le scénario catastrophe, où tout est zéro. Tout est bon, tout n'est pas bon, et c'est la catastrophe totale. C'est ce qu'on a appelé Wahala. Et ça, on prend, et quand on a fait sur les 4 scénarios, qu'est-ce qu'on choisit? Les participants ont dit, on prend le scénario critique comme un scénario à ne pas atteindre, et pour ne pas atteindre le scénario critique, il faut le scénario, Wahala, pour ne pas atteindre le scénario Wahala, il faut avoir le scénario critique comme le feu orange, qui nous montre que le vert qu'on a choisi finalement, c'est celui où tout est bon, sauf l'environnement extérieur qui est défavorable. Ce qui répond aux situations dans lesquelles nous sommes et l'environnement extérieur dont nous ne sommes pas maîtres, qu'on ne maîtrise pas et qui peut toujours être favorable parfois et défavorable. Donc, toutes les hypothèses que nous avions faites, toutes les projections de développement que nous avions faites, c'est conditionnellement à un environnement extérieur non favorable, qui est défavorable. Et donc, nous tenons compte de ça déjà. Ce n'est pas une surprise si ça arrive, puisque c'est déjà ce qui va être la bonne surprise pour nous, c'est que l'environnement extérieur soit totalement favorable. Et là, au lieu d'avoir l'optimisme qu'on a, on aura le scénario finalement idéal qu'on a appelé Bouram, et on a préféré prendre Alafia au lieu de Bouram. Allez, après le lancement officiel, quelles sont les prochaines étapes? Alors, il y a un plan de dissémination qui est en train d'être finalisé et nous allons faire large dissémination. Chaque
corps constitués ou non auront à être informés. Et c'est une dissémination qui va être continue dans le temps. Parce que nous voulons que les Béninois s'en approprient vraiment et que cela soit la Bible de notre développement pour demain. Et pour que cela soit ainsi et appliqué ainsi, il faut que le Béninois lambda ait dès sa naissance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à sa mort, sache ce qu'il y a dans cette vision et ce qui est projeté. Et donc, pour cela, nous allons prévu une version plus accessible que nous allons appeler la version citoyenne. Il y aura des capsules, il y aura la vidéo qui va être traduite en plusieurs langues, il y aura des émissions dans les télés, des émissions sur les radios communautaires, et nous comptons beaucoup sur tout un chacun et aussi les acteurs de médias que vous êtes pour pouvoir faire le relais et accompagner, et à chaque moment faire, si possible, un sujet sur la question. Vous jouerez en même temps le rôle d'acteur de dissémination, mais aussi d'acteur de veille, puisque c'est à vous de pouvoir aussi faire informer les gens pour dire, ce qu'on a prévu, c'est pas là où on est en train d'aller, ce qu'on a prévu, c'est plutôt ça. Donc il y a un groupe qui va être mis en place pour la dissémination, qui sera constitué aussi bien des acteurs de l'administration, des acteurs de médias, des artistes, pour accompagner à pouvoir faire cette dissémination-là. Ce groupe sera formé et prendront le relais après sur le terrain pour informer tout le monde, que ce soit les partenaires techniques ou financiers et tous les acteurs que vous pouvez avoir sur notre territoire national. Franck Arnaud, on va finir avec 2 questions. Oui, pourquoi pas. Pour mieux comprendre et dire aux téléspectateurs ce qui nous attend les années à venir, si vous deviez résumer en une phrase l'ambition de la vision Bénin 2060 à la FIA, quel message adresseriez-vous aux Béninois? Alors, l'ambition est dite dans l'énoncé. On a dit un pays de paix, bien gouverné, de prospérité, de rayonnement culturel, de rayonnement culturel et international et de bien-être. Pour pouvoir atteindre cela, nous devions transformer ce rêve en action. Et c'est les actions que nous allons mener tout un chacun qui va transformer notre rêve en réalité. Et donc, aujourd'hui, la vision est là. Ça traduit l'ambition de tous les Béninois. Nous devons veiller en tant que Béninois à sa mise en œuvre et nous devons veiller à ce que les actions qui sont nécessaires pour sa mise en œuvre, que ce soit ce qui ressort de cadre de l'exécutif, ce qui doit être du cadre des organes de contrôle tels que l'Assemblée nationale, ce qui ressort aussi des citoyens que nous sommes. Nous sommes à un tournant, nous arrivons à un cycle aujourd'hui. On a 25 ans après Alafia 2025 et il nous reste 35 ans pour pouvoir avoir 100 ans d'indépendance. Quand nous aurons 100 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous avons envie de laisser à nos enfants? Quel Bénin nous voulons voir? Et qu'on comprenne que ce changement de cycle qui fait que tout s'aligne, même au niveau de notre modèle politique aujourd'hui, avec le système partisan et tout ce que nous voyons, ce changement de cycle que nous sommes en train de faire, que ce changement concourt réellement au développement de notre pays, ça dépend de chacun de nous. À quoi va ressembler le Bénin concrètement si cette vision est pleinement réalisée d'ici à 2060? Ça ressemblera au pays où tout le monde aura envie de venir et de vivre. Et c'est ce que nous souhaitons. Vous savez, lors des travaux, on a posé une question au ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Quelle est votre vision pour le Bénin? De quel Bénin vous rêvez lorsque vous aurez... le Bénin aura 100 ans. Il dit qu'il ne sait pas où il sera, que si Dieu lui prête vie, qu'il sera là. Mais qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'il y a quelques années, en 1960, le Bénin et la Corée du Sud étaient sur le même niveau de développement. 2022-2025, la Corée du Sud fait de l'aide au développement au Bénin. C'est-à-dire qu'ils ont eu un niveau de développement plus important. Et qu'ils souhaitent qu'en 2060, le Bénin ne soit plus bénéficiaire de l'aide au développement, mais contributeur à l'aide au développement. Pourquoi pas que le Bénin, à son tour, aide la Corée du Sud? Voilà le Bénin dont nous rêvons. Vous devez être très fier d'avoir participé à l'élaboration de ce document. C'est d'abord une fierté
est aussi une chance inouïe, une fierté. Et j'en profite pour remercier le président de la République et le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui m'ont offert cette opportunité, parce que si je n'avais pas été nommé directeur général des politiques de développement, je n'allais pas l'avoir. C'est un exercice qui arrive une fois dans la vie de chacun. La dernière fois, c'était en 2000. La prochaine fois, ça sera en 2060. Donc, c'est une fierté totale de l'avoir fait. Et je ne sais pas non plus où je serai, mais où je serai, je pourrais dire, on l'a rêvé, ils l'ont fait. Voilà. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Ça passe très vite. Merci Cyriac, donc directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Zone franche de ce dimanche, nous l'avons consacré à demain, à l'avenir des Béninois et des Béninoises. Vous l'avez écouté certainement. Vous n'avez pas peut-être compris ou saisi quelque chose. Le gouvernement s'emploie à faire connaître cette vision à tous les Béninois où qu'ils se trouvent sur l'ensemble du territoire national. Nous avons eu le plaisir de lui poser les questions pour les réponses qu'il a servies. Éric Guédénon, merci. Merci à vous. Merci à l'ensemble de l'équipe de réalisation et à très vite.